Les premières civilisations humaines sont apparues il y a près de 5000 ans au Moyen-Orient. Les premières cités, les premières religions, les premiers rois. Une organisation radicalement nouvelle des sociétés. Et puis l'écriture qui a fait entrer les hommes dans l'histoire. Les fouilles du XXe siècle ont fait du pays de Sumer en Mésopotamie, au sud de l'actuel Irak, le foyer unique de cette révolution. Mais au cours de l'année 2000, un trésor a surgi d'une vallée perdue dans les montagnes du sud de l'Iran. De somptueux vases de pierre, témoins de la présence d'un autre berceau dont nul n'avait encore soupçonné l'existence. Les plus anciennes légendes mésopotamiennes évoquaient bien un antique royaume nommé Harata, protégé par de hautes montagnes. Mais aucun archéologue n'avait jamais retrouvé sa trace, et pour certains, Harata n'était qu'un mythe. اولین ظرفی بنده خدا بود همینجا او میگفت والا مادرم اینا خواب دیدن متوجهی خواب دیدن خود من گفته شما هیچ نداریم برین این لب رودخونه یه گودی بکنین داخل او گودی چیزی هست برداریم بین این بنده خدا من رفته اونجا شروع کرد برای کردن او ظرف اولی همون بنده خدا دید او ظرف اولی همون بنده خدا دید او که دید رفت فروختشن 500 تومن یه تومن همچین چیزی فروختش بعد یه تمام مردم به رجوع آوردن به همه گفت او اومد به من گفت او یکی ده به او فامیل یکی دهش گفت آقا برین لبی رودخونه کل بزنیم Après 5 années de sécheresse, une crue de la rivière Halil venait de sinistrer cette vallée du sud de l'Iran. Ce trésor qui surgissait de terre représentait une chance inespérée pour ses habitants. Des centaines de familles se sont mises à creuser le long des berges du Halil Roud. Pourquoi tu creuses ici avec tes enfants? Je jure que ce matin, la maîtresse d'école voulait 200 toumans. Mais je n'avais pas de quoi la payer. Si on faisait quelque chose pour nous, on n'aurait pas besoin de faire ça. Et comme ils ne font rien, on est obligé. Cette région isolée est traversée par une des grandes routes de l'opium venues d'Afghanistan. Très vite, les trafiquants ont convergé vers la ville de Jiroft, où pour quelques centaines d'euros, ils achetaient ces objets dont la valeur sur les marchés d'art occidentaux pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Une année entière va s'écouler avant que les autorités iraniennes prennent conscience de l'ampleur du drame qui se joue ici. Début 2001, Téhéran dépêche un contingent armé pour sécuriser la région et mettre un terme au trafic. Un mois plus tard, le professeur Youssef Majid-Zadeh est appelé pour expertiser un premier lot de 200 objets saisis lors de l'arrestation d'un trafiquant. Ce spécialiste de la culture mésopotamienne est loin d'imaginer ce qui l'attend. La première fois que j'ai vu ces objets, j'ai failli faire une crise cardiaque. Mon cœur s'est arrêté de battre quelques instants. Le style de ces objets lui est familier. Des fragments d'objets de ce type ont été retrouvés sur différents sites du 3e millénaire, à des milliers de kilomètres les uns des autres.
dans des temples en Mésopotamie, en Oman dans la péninsule arabe, mais aussi sur les rives de l'Indus et jusqu'en Afghanistan. Leur provenance était une énigme pour les archéologues. La quantité de ceux qui ont été confisqués ici ne laisse aucun doute sur leur origine. C'est dans cette vallée qu'ils ont été fabriqués. Et cette simple constatation ouvre des perspectives vertigineuses. Je ne peux pas vous dire l'émotion que j'ai ressentie en découvrant ces objets. Ils contredisaient tout ce que j'avais appris durant toute ma vie d'archéologue. Je voyais là une chose qui n'existe pas en Mésopotamie, un art bien plus élaboré que celui de la Mésopotamie. La finesse de ces bas-reliefs, taillés il y a près de 5000 ans dans une pierre tendre, la chlorite, prouve qu'il existait au IIIe millénaire une autre culture, au moins aussi développée que celle de la Mésopotamie. Isolée du reste du monde par des montagnes de plus de 4000 mètres et d'immenses étendues désertiques, la vallée où ils ont été découverts est une oasis de verdure, située à mi-distance entre les deux plus anciens foyers de civilisation du Moyen-Orient, la Mésopotamie et l'Indus. Ce territoire de 400 km de long n'a pratiquement jamais été exploré par des archéologues, à l'exception d'une petite colline, Tepe Yahya, fouillée dans les années 70, qui avait livré les traces d'un village du IIIe millénaire. Mais cette fois, c'est dans la partie la plus large de la vallée, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Jiroft, que les habitants semblent avoir fait l'essentiel de leurs trouvailles. Plusieurs mois ont été nécessaires aux autorités iraniennes pour reprendre le contrôle de la région. Et lorsque le professeur Majid-Zadeh peut enfin se rendre sur place, il découvre un véritable carnage. Ce sont d'immenses cimetières que les pillards ont dévastés. Le nombre de ces fosses béantes suggère qu'une quantité phénoménale d'objets a été extraite de ces tombes. Mais elle prouve aussi qu'une importante population vivait ici, il y a 5000 ans, ce que personne n'avait encore imaginé. C'est triste, très triste. Nous avons perdu énormément d'informations. Les objets, bien sûr, mais surtout beaucoup d'informations. Nous n'avons aucun squelette, aucun ossement à étudier. Plus rien. Nous ignorons qui ils étaient, quels liens existaient entre eux. Nous ne savons rien de leur maladie ni de leur religion. Les trois plus grands cimetières pillés sont situés à proximité d'un petit village du nom de Konar Sandal. Sur son emprise, deux imposantes collines dominent le paysage. À leur surface, une multitude de tessons de poterie trahit la présence de vestiges du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Peut-être ne s'agit-il que d'un autre village comme Tepe Yahya, mais ces collines sont énormes, et le professeur a l'intime conviction que cette découverte est d'une toute autre portée. Quatre des plus anciennes légendes mésopotamiennes mentionnent un fabuleux royaume nommé Harata, un antique Eldorado dont les Sumériens convoitaient la puissance et les richesses.
aucun archéologue n'a jamais retrouvé Harappa. Pourtant, l'une de ces légendes livre des indices très concrets sur l'itinéraire d'un messager que le roi d'Uruk envoie au roi d'Harappa pour exiger sa soumission. La terre de Suse, puis celle d'Anshan se firent petites comme des souris pour saluer le messager d'Inanna. Dans les hautes chaînes de montagnes, tous se prosternèrent dans la poussière sur son passage. Il franchit 5 montagnes, 6 montagnes, 7 montagnes, et ne releva les yeux que lorsqu'il fut en vue d'Harappa. En 1976, Youssef Majid-Zadeh publiait un article qui déduisait de ces indications qu'Harappa devait se trouver précisément dans cette région du sud de l'Iran. Comment ne penserait-il pas que ces vestiges sont ceux de la légendaire Harappa? En novembre 2002, l'Organisation du patrimoine culturel iranien lui confie la direction des fouilles de l'ensemble de la vallée du Halil-Roud. Il réunit une équipe internationale composée pour moitié d'archéologues iraniens et pour moitié de spécialistes venus d'universités américaines et européennes. La maison de fouilles est installée dans la ville de Jiroft, à 25 km au nord des sites. La situation a pour lui une saveur particulière. En 1984, accusé par le régime islamique d'être contre-révolutionnaire, il avait dû quitter l'Iran pour la France, patrie de sa femme. 18 ans plus tard, du fait de ses compétences uniques sur cette période, les autorités iraniennes ont insisté pour qu'il accepte de diriger cette fouille. Le chantier est énorme. Près de 200 ouvriers venus des villages avoisinants ont été formés pour la circonstance. 12 sondages sont ouverts simultanément sur les 2 sites. Très vite, d'impressionnantes murailles de briques crues apparaissent à la surface de la plus haute des 2 collines. Une tranchée stratigraphique permet d'entrevoir la nature des vestiges qui la composent. Nous avons rencontré un monticule ancien de près de 10 mètres de haut, sur lequel se dressent les vestiges d'une construction de 11 mètres de haut. Il s'agit d'un seul bâtiment, datant d'une seule période. Il devait être gigantesque pour qu'il en reste une telle hauteur. À un peu plus d'1 kilomètre de là, le second site est très endommagé. Sa terre a été utilisée pour remblayer les palmeraies avoisinantes. Ce qui reste de la colline semble n'être qu'un énorme amoncellement de briques crues. Mais la régularité de leur alignement révèle une surprenante maîtrise des techniques de construction. Nous avons calculé qu'il devait y avoir près de 5 millions de briques. Et leur alignement est parfait. C'est incroyable que des maçons de cette époque aient pu concevoir une pareille construction. Ces ingénieurs étaient vraiment des génies. Ce monument paraît en fait constitué de plusieurs plateformes, empilées les unes sur les autres. Une structure qui rappelle le motif de certains vases en chlorite. C'est une pyramide à degrés, mais elle est énorme, gigantesque, 400 mètres par 400 mètres.
En Mésopotamie et en Élam, des pyramides de ce type ont été mises au jour sur de nombreux sites. On pense qu'il s'agit de monuments religieux. En Mésopotamie, on les appelle ziggourats. Mais la plus ancienne ne date que de la toute fin du 3e millénaire et aucune ne dépasse 120 mètres de base. Avec un premier niveau de près de 400 mètres, celle-ci serait donc à la fois plus ancienne de plusieurs siècles et bien plus grande que toutes les constructions de ce type connues à ce jour. Dégager ce monument représente 20 ans de travail. C'est pourquoi nous avons demandé l'aide de nombreux pays. C'est un problème archéologique international que nous avons là. L'ensemble du site livre déjà une quantité incroyable de matériels les plus divers. Et Youssef Majidzadeh sait déjà que les moyens de l'archéologie iranienne n'y suffiront pas. Dès le départ, j'ai su que cette découverte dépassait les frontières. Ces vestiges concernent le monde entier. Une civilisation n'appartient pas à une seule nation. Ce qui est en jeu ici, c'est le développement des premières cultures humaines, des premières civilisations humaines. Du fait de son isolement pendant de longues années et de l'accent mis sur la culture islamique, l'Iran manque de spécialistes du 3e millénaire. C'est pourquoi le professeur s'est assuré la collaboration d'une des plus grandes spécialistes mondiales de la glyptique de l'Orient ancien, Holly Pittman, de l'Université de Pennsylvanie. Mon principal objectif est de préparer une nouvelle génération d'archéologues iraniens à se confronter à ce qui est, à mon avis, un des gisements archéologiques les plus riches du monde. Plus la campagne avance, et plus le site lui donne entièrement raison. Au pied de la grande colline, la tranchée numéro 6 rencontre des vestiges d'une nature différente. Un groupe d'habitations. Très vite, le lien avec les objets des cimetières devient évident. Regardez, messieurs, nous avons trouvé cette pierre dans la terre avec Monsieur Salari. Faites très attention de ne pas passer à côté de choses pareilles en fouillant. Ce devait être l'œil d'un animal ou d'un humain qu'ils utilisaient sur les vases en pierre. Majidzadeh décide alors d'ouvrir d'autres sondages à 700 mètres de la colline, dans la direction d'un des grands cimetières pillés. Il rencontre immédiatement de riches traces d'occupation. Les habitations semblent en fait s'étendre dans toutes les directions autour des deux collines. D'ici, on peut apercevoir de nombreux petits monticules jusqu'à l'autre colline. Ces petites bosses sont exactement comme celles qui sont ici où nous avons découvert des habitations. Ce qui veut dire que l'ensemble de cette zone était une immense ville. Cette cité s'étendait sans doute jusqu'aux limites des grands cimetières, en général situés aux portes des villes, et devait englober l'ancien cours du Halil Roud. Un périmètre gigantesque pour une ville du 3e millénaire. Parallèlement à la fouille, le professeur Majidzadeh a confié à son assistant, M. Soleimani, le soin d'effectuer une exploration systématique de l'ensemble du cours du Halil Roud. Cette vallée recèle une incroyable quantité de traces témoignant d'une forte présence humaine au 3e millénaire. Pour le moment, nous avons repéré environ 5 ou 600 sites archéologiques.
10 à 15% de ces sites datent de la période islamique, mais tous les autres sont préhistoriques. Même les endroits les plus reculés des montagnes, aujourd'hui pratiquement déserts, semblent avoir été occupés à cette époque. Il y a des pavés dans la terre, des pavés anciens. Ces pavés montrent qu'il y a là un cimetière. Il y en a beaucoup, la montagne en est pleine. Il y a souvent des morceaux de poterie autour, tu en as vu? Oui, j'en ai vu. Cette première saison de fouilles s'achève sur une certitude. Cette cité qui émerge peu à peu de terre était le cœur d'un vaste royaume qui prospérait ici il y a 5000 ans. Une énorme pièce manquante dans le grand puzzle des origines de nos civilisations. Cette civilisation avait été complètement oubliée, effacée de l'histoire. Aujourd'hui, elle réapparaît petit à petit. Elle commence tout juste à émerger, et c'est magnifique. La découverte de ce nouvel acteur vient bouleverser toute l'archéologie du Moyen-Orient. Qui étaient ces hommes? Quel degré de développement leur culture avait-elle atteint? Quel rôle ont-ils joué dans la naissance des premières civilisations? Si une civilisation a pu se développer au cœur de ces montagnes, c'est sans doute parce qu'au 3e millénaire, cette vallée, encore plus peut-être que celle de la Mésopotamie, présentait toutes les caractéristiques d'un berceau idéal. Ma toute première impression, lorsque j'ai découvert cette vallée, a été celle d'une petite Mésopotamie. C'était une plaine alluviale, une terre agricole très riche, parcourue par une rivière qui était à la fois source de vie, mais aussi un élément naturel imprévisible, qui a dû obliger les hommes à faire preuve de créativité pour pouvoir vivre sur ces berges. Pour tenter de comprendre jusqu'à quel point les habitants de cette cité étaient parvenus à domestiquer ces richesses, de nouveaux spécialistes ont rejoint l'équipe. Marjane Mashkour est paléozoologue. Elle étudie les ossements animaux découverts sur le site. Margareta Tenberg, elle, s'intéresse aux résidus végétaux, en particulier les graines et les charbons de bois récoltés dans les habitations. De leurs recherches émerge peu à peu l'image d'une culture déjà très avancée sur le chemin des civilisations urbaines. Alors là, je suis en train de regarder des briques crues qui viennent du site. Et ce que je vois dedans, c'est entre autres des petits fragments d'orge qui sont pris là-dedans. Et là, on a affaire à des céréales cultivées. Ici, comme en Mésopotamie, les hommes pratiquaient donc déjà l'agriculture. Et il semble qu'ils aient aussi abandonné la chasse au profit de l'élevage. Ce que je vois là pour le moment, c'est essentiellement des capriniers, c'est-à-dire des moutons, des chèvres. On a beaucoup de bœufs et de capriniers en fait à Konar Sandal. C'est essentiellement du domestique. Visiblement, il n'y avait pas beaucoup d'activité de chasse, ce qui est relativement, je dirais, normal et pas très surprenant pour un site urbain de ce type.
tout ça est passionnant pour nous, d'être aussi proche de l'homme et de ses gestes. Finalement, on peut imaginer vraiment la personne qui était là. Mais les restes des repas de ces pasteurs cultivateurs lui apprennent aussi qu'ils ne se contentaient pas des ressources de leur vallée et n'hésitaient pas à aller chercher très loin les produits qu'ils appréciaient. On a vraiment, de manière relativement importante et constante, des eaux de poissons. Et c'est à nouveau donc, des poissons consommés, bien entendu. Et c'est fascinant pour moi de penser qu'on est à 300 km du golfe Persique et qu'à l'époque, ils arrivaient quand même à faire acheminer tous ces produits. Les charbons de bois retrouvés sur le site suggèrent même que ces hommes avaient peut-être inventé puis exporté vers le golfe Persique un type de culture devenu par la suite vital dans toutes les régions désertiques et semi-désertiques. Dans cet échantillon, je trouvais des pépins de raisin qui ont l'air d'être sauvages. Et il y a aussi des noyaux de dattes carbonisés qui viennent de cette cuisine, de cette maison. Donc ça, c'est intéressant justement pour la question de la présence de palmiers dattiers dans le passé, à l'âge du bronze. Le palmier dattier est aujourd'hui une des richesses de la vallée et ses nombreuses représentations sur les vases en chlorite laissent entendre qu'il jouait déjà un rôle important au IIIe millénaire. La première fois qu'on voit la mise en culture du palmier dattier, c'est plutôt de l'autre côté du golfe Persique, c'est-à-dire dans la péninsule d'Oman. Et ça, c'est à partir du début du IIIe millénaire. Mais en fait, il se peut que le palmier dattier ait été cultivé déjà ici et qu'il y a eu une sorte d'introduction dans la péninsule d'Oman, justement de cette région-là. Une telle introduction supposerait que cette civilisation n'était pas restée isolée dans ces montagnes, mais avait pris contact avec d'autres cultures contemporaines. Or, à la mi-février, une tranchée située au pied de la grande colline commence à livrer de nouveaux indices qui viennent appuyer cette hypothèse. Des empreintes de sceaux, la spécialité d'Olly Pitman. Les sceaux sont des productions caractéristiques des anciennes civilisations orientales. Ils apparaissent dès le 7e millénaire avant Jésus-Christ. Voici un exemple de sceau. Il est en pierre. D'un côté, il a une poignée et sur sa face plane, un motif est gravé. L'empreinte d'un sceau, apposée sur l'argile qui fermait un récipient, était un document officiel qui identifiait le propriétaire du contenu. Au IIIe millénaire, les échanges concernaient principalement des matières premières et chaque cité, chaque région produisait un type de sceau dont les motifs lui étaient propres. Or ici, ces motifs présentent une variété exceptionnelle. On a des motifs et des formes qui se rattachent à la Mésopotamie à l'ouest, à la vallée de l'Indus à l'est, peut-être au nord à la Bactriane ou à l'Afghanistan, et au sud aux régions du golfe Persique. Il y avait donc ici des hommes qui venaient de ces différentes régions pour chercher des matières premières qu'ils ramenaient ensuite chez eux. Cette cité était donc au cœur d'un vaste réseau d'échanges qui impliquait l'ensemble du monde civilisé de l'époque. Mais que venaient chercher ici les représentants de ces lointains royaumes? Et pourquoi cette activité se concentrait-elle au pied du mystérieux édifice de la Grande Colline?
En Mésopotamie, c'est dans des bâtiments administratifs, sous la surveillance des princes ou des prêtres, que s'effectuaient les transactions et que des sceaux étaient apposés ou décachetés. Depuis leur découverte, le professeur Majid-Zadeh a concentré une grande partie de ses moyens sur l'extension de cette tranchée. Elle lui livre enfin la clé qui lui permet de comprendre la nature du bâtiment qu'abrite la colline. Nous avons ici la façade ouest de cet édifice monumental. Elle est tournée vers l'ancien lit de la rivière Halil. Et là, on peut voir que c'est l'entrée, parce qu'à droite, le mur d'enceinte se termine. Il semble que cet accès décrivait une courbe à 90 degrés en pénétrant le bâtiment. Cette année, nous avons pu progresser de 15 à 20 mètres à l'intérieur de cette gigantesque construction. L'homme qui l'a fait construire et qui a vécu dans cette architecture monumentale n'était certainement pas une personne ordinaire. Il faisait partie d'une classe dirigeante. C'était peut-être un roi, peut-être le roi d'Arata. Cet édifice était une énorme citadelle bâtie sur 2 étages. Cette architecture exceptionnelle pour l'époque a sans doute directement inspiré les motifs de ces vases. Et pour les archéologues, c'est une preuve supplémentaire du degré de sophistication qu'avait atteint cette civilisation. Imaginez-vous dans un palais au sommet de cette colline, et le soir, vous vous asseyez sur la terrasse et vous contemplez ce paysage. C'est vraiment très beau. C'est une autre civilisation, indépendante et autonome, qui s'épanouissait ici, à l'aube du 3e millénaire. Donc, pour moi, l'idée que cet endroit puisse être l'Arata des Sumériens, qu'ils décrivent comme une autre cité-État mésopotamienne, simplement très éloignée, paraît tout à fait vraisemblable. Pour tenter de protéger ce trésor archéologique contre d'autres pillages, le professeur Majid-Zadeh a consacré tous ses jours de repos à donner des conférences dans les villages de la vallée. Et cette approche porte ses fruits. La police est efficace ponctuellement, mais pas sur la durée. Le mieux, c'est d'éduquer les gens, de leur apprendre ce qu'est le patrimoine culturel, la véritable valeur de ces vestiges. Les écoles de la région viennent visiter les sites et interroger les archéologues. Et ces mêmes familles, qui il y a 1 an à peine creusaient ici à la recherche de trésors, s'y rendent aujourd'hui en promenade le vendredi. ما نمیدونستیم واقعا نمیدونستیم همچین کسی بود ولی از زمانی که دکتر مجیدزاده اومد اینجا تشریف آورد و صحبت کرد گفت همچین چیزی هست ما بسیار خوشوقت شدیم بیشتر به روستامو فعالیت میوا بکنیم بیشتر توجه داشته باشیم فرمایش داشتید یه هدیه ناقابل بود تقدیم شما بفرمایید چون جاش Des gens du village viennent me voir avec des objets dans des sacs en plastique et me disent « Professeur, je suis désolé, voici ce que nous avions à la maison, j'espère que vous voudrez bien l'accepter. » Le professeur Majid-Zadeh attend beaucoup de cette 3e campagne, mais elle commence sous de mauvais auspices. J'espère qu'il ne pleut pas sur les sites, sinon nous allons devoir interrompre la fouille.
Vous êtes des chercheurs, vous êtes des archéologues. Le travail que vous faites n'est pas le travail d'un ouvrier du bâtiment. Maintenant, ici, après nous, si Dieu le veut, il y aura peut-être des fouilles toute l'année. La première chose qu'ils feront, c'est de venir vous voir pour vous demander de piocher ici, car vous connaissez le travail. Et maintenant, vous rentrez chez vous? Quand vous travaillez ici le matin, vous allez dans vos champs l'après-midi, non? Alors vous n'êtes pas au chômage, c'est nous qui le sommes. La pluie est rare dans cette région semi-désertique et elle transforme instantanément le chantier de fouilles en un bourbier impraticable. Tous ces vestiges sont en briques crues, autrement dit, en terre séchée. L'eau puis les températures qui peuvent atteindre ici 50 degrés détruisent irrémédiablement toutes les structures que la fouille a exposées à l'air libre. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Mais nous avons fouillé ici l'an dernier, et là, il y a 2 ans, et là, c'est détruit, là aussi. Chaque année, on n'a qu'un morceau de la fouille. Jamais on ne peut avoir une vue d'ensemble, et c'est important. Heureusement, la pluie ne dure jamais longtemps ici. Et lorsque les travaux reprennent, une fosse située au bord d'une plateforme à l'arrière du palais commence soudain à livrer une grande quantité d'impressions de sceaux, accompagnées de débris les plus divers. L'endroit que fouille Madame Golami est une fosse, c'est-à-dire une poubelle située au bord d'une plateforme. Et on trouve dans cette fosse de nombreux gobelets en terre, des ossements, des charbons de bois et des tessons de poterie. C'est le type de débris qu'on balaye après une journée de travail. Parmi les déchets de cette antique poubelle, Holly Pittman identifie des traces de l'activité qui se déroulait sur cette plateforme. Dans cette fosse, elle a aussi trouvé de magnifiques petits morceaux de perles de pierre et de bijoux en pierre semi-précieuses. C'est ce qui me fait penser que cette plateforme était un atelier de fabrication de petits objets de luxe en pierre. De la nature des empreintes de sceaux, elle déduit que cet artisanat était au cœur des échanges qui avaient lieu ici. On a des seaux qui fermaient des paniers, des petites boîtes, de petits sacs. Il semble qu'on scellait ici beaucoup de petits emballages. Il me semble que toutes ces petites pierres précieuses étaient ici comptées, pesées. On a d'ailleurs retrouvé des poids qui montrent qu'ils contrôlaient les quantités de ces produits. Cette découverte amène les archéologues à reconsidérer un étrange amoncellement de pierres qui s'était éboulé au cours de la première saison lors du creusement de la tranchée stratigraphique et auquel personne n'avait vraiment prêté attention. Une fois nettoyées et triées, ces pierres révèlent leur véritable nature. On a l'ensemble des roches et des métaux et minéraux qui pouvaient donner lieu à une activité artisanale et une commercialisation à l'époque. Et tout
les pierres nécessaires à cet artisanat se trouvent dans un rayon de 100 km autour de Connart-Sandal, y compris la très belle chlorite qui a permis de faire les vases qu'on a trouvés en abondance sur le site. Conservé dans l'enceinte même de la citadelle, ce stock de matières premières était sans doute la clé du mystérieux commerce qui attirait ici des négociants venus du monde entier. La collecte et la taille de ces pierres étaient certainement la spécialité de ce royaume. Or, dans la légende mésopotamienne, voici ce que le roi d'Uruk exige d'Arata en signe de soumission. Que le peuple d'Arata apporte ici les pierres de ces montagnes, qu'il taille des pierres parfaites dans les blocs de lapis lazuli, qu'ils bâtissent pour moi un temple divin à la gloire d'Inanna et qu'ils en décorent l'intérieur. Au vu de la dispersion des vases en chlorite, la réputation des tailleurs de pierre du Halil Roud avait, elle aussi, atteint la Mésopotamie. Parmi les empreintes de sceaux, Holly Pittman découvre une nouvelle preuve de l'originalité de leur talent. Elle voit soudain apparaître un type de motif qu'elle n'avait encore jamais rencontré. Il s'agit d'un style très raffiné, basé sur une iconographie et des formes originales. Et je pense qu'on a là 2 ou 3 grands maîtres de la gravure qui font preuve d'une incroyable imagination et créent des images saisissantes de vitalité et d'énergie. Le style de ces sceaux, aussi sophistiqué que celui des objets en chlorite, démontre l'extraordinaire créativité des artistes de la vallée du Halil Roud. Pour le professeur Majid Zadeh, ce talent exceptionnel est peut-être une des clés de l'influence que cette civilisation a exercée sur son époque. On ne trouve nulle part ailleurs dans cette région du monde une telle imagination, une telle créativité. Et à cette époque, comme aujourd'hui, quand des produits s'exportaient, des idées voyageaient avec eux. Certains des éléments récurrents de cette iconographie semblent en effet illustrer des légendes qu'on ne voit apparaître que bien plus tard dans les représentations mésopotamiennes. La légende d'Etana n'est documentée en Mésopotamie qu'à partir de la toute fin du IIIe millénaire. Elle raconte que pour se venger d'un aigle qui avait dévoré ses petits, un serpent, conseillé par un dieu, s'est dissimulé dans une charogne pour y surprendre son ennemi. En voyant ces images d'une vache attaquée par un aigle et cette confrontation de 2 serpents et d'un aigle, il m'est venu à l'esprit que ça devait être l'histoire d'Etana, 500 ou 600 ans avant que les Mésopotamiens ne la représentent sur leurs sceaux. De même, l'épopée de Gilgamesh, peut-être la plus importante légende mésopotamienne, met en scène un personnage d'homme scorpion, gardien de la montagne des enfers. Or, dans toute la Mésopotamie, on n'a retrouvé qu'une seule image le représentant. Dans la vallée du Halil Roud, l'homme scorpion apparaît des dizaines de fois sur les vases. Pour le professeur, tous ces signes suggèrent que cette culture s'est développée avant celle de la Mésopotamie et qu'elle a pu l'influencer dans de nombreux domaines. Lorsque les résultats des relevés géophysiques réalisés sur les sites parviennent à Eric Fouache, il semble confirmer cette intuition. On voit très bien apparaître en rouge, marron, un soubassement qui est la topographie sur laquelle se sont installés les hommes de Connart-Sandal.
tandis qu'au-dessus, on a 12 mètres de dépôts qui sont très probablement des dépôts archéologiques en totalité. On voit apparaître à 1 mètre de profondeur des structures géométriques qui ne peuvent pas être autre chose que des murs. Et on voit à 2 mètres de profondeur que les anomalies ne sont pas disposées de la même manière, ce qui montre bien qu'on a plusieurs générations de vestiges, et donc une fondation du site ancienne. Le sous-sol de Konarsandaal pourrait donc renfermer des traces d'occupation antérieures aux plus anciens vestiges mésopotamiens. Selon les géophysiciens, il y aurait des vestiges archéologiques jusqu'à 12 mètres de profondeur, ce qui signifie que ces hommes ne se sont pas installés ici il y a 5000 ans, mais peut-être il y a 10 000 ans. On ne sait pas encore. Cette révélation intervient à la toute fin de la campagne 2005. Sur le site, presque toutes les tranchées ont été fermées, à l'exception de celle de M. Soleimani, à l'entrée du palais. C'est alors que se produit un incroyable coup de théâtre. Professeur, nous venons de trouver un morceau de brique cuite. Vous pouvez venir? Sur ce morceau de brique cuite, la première découverte sur le site, des signes apparaissent clairement gravés. Aucun doute n'est possible, il s'agit d'une inscription archaïque. Donnez-le-moi, je vous prie. C'est vous qui l'avez trouvé? C'est bien, merci beaucoup. Tous l'espéraient, mais aucun n'osait y croire. Et cette fois, la preuve est là. Cette civilisation avait, elle aussi, déjà développé une écriture à l'aube du 3e millénaire. Bonjour. Comment ça va? Alors, comment s'est passée la journée? Pas mal. J'ai ramené un petit cadeau. Une surprise pour moi? Bravo! D'où est-ce que ça vient? C'est Nader Soleimani qui l'a trouvé. Dans les fortifications, près de la porte. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une plaque de monument. C'est de l'élamite linéaire, mais ça m'a l'air plus ancien encore. L'élamite linéaire est une écriture dont quelques exemplaires ont été découverts sur le plateau iranien. Malheureusement, elle n'est à ce jour que partiellement déchiffrée. Et cette inscription semble plus ancienne que les versions connues jusqu'à présent. Les perspectives qu'ouvre cette découverte sont si étourdissantes qu'Olly Pittman choisit pour le moment d'en rire. Je crois que je peux lire A-R-A-T-T-A. Arata. C'est dans la couche la plus récente que nous avons trouvé cette écriture. Et en dessous, nous avons encore 12 mètres de dépôt archéologique. Nous avons donc toutes les chances d'en trouver des versions plus anciennes. Et qui sait, peut-être qu'un jour on va découvrir que l'écriture a été inventée ici. Je n'affirme rien, mais on ne sait jamais. La ville de Jiroft espère beaucoup de ce passé qui la sort aujourd'hui de l'anonymat. En février 2005, elle accueille dans l'enthousiasme un séminaire international consacré aux vestiges de la vallée du Halil Roud. Et plus de 2000 personnes venues de toute la région assistent à son inauguration. Des archéologues du monde entier découvrent à cette occasion ces vestiges bien réels d'une des plus anciennes cités du monde, dont seule peut-être une légende avait conservé la trace. Il faudra sans doute des dizaines d'années de fouilles pour percer tous les mystères de cette civilisation. Mais le rêve du professeur Majid-Zadeh se concrétise un peu plus chaque année. C'est presque effrayant. Je n'ose pas parler des bouleversements que ce site va apporter, parce que personne ne va me croire.
Peut-être ne saura-t-on jamais si cette cité est vraiment celle que les Mésopotamiens avaient baptisée Harata. Mais nul ne peut déjà plus affirmer que la Mésopotamie était l'unique foyer culturel du Moyen-Orient. Cet autre berceau a d'ores et déjà retrouvé une place dans la mémoire des hommes. الان از زمانی دکتر مجیدیان اومده گفته آقا بله این اسم روستاتون اسم فلان فلان در همه تاریخ‌ها ما صح باشه. روستا اصلا اسم از جیرفتش نبود تا به روستای ما برسه. الان همه متوجه شدن، همه کشورها، همه دنیا میدونن بله 5000 سال قبل از اینم همچین چیزی در ایران وجود داشته. کجای ایران؟ مثلا جیرفت جز آستان کرمانه دیگه.